l'actualité politique en République démocratique du Congo est très animée ces derniers temps et l'UDPS il joue en tout cas un rôle majeur et c'est pour cela que ce matin nous recevons le représentant de l'UDPS Belgique, monsieur le docteur André Kabanda, que vous connaissez déjà et qu'on ne s'est plus présenté. Bonjour docteur André Kabanda. Bonjour, monsieur Damien Tambi. Oui, docteur, vous êtes, comme on l'a dit, hein, le représentant de l'UDPS Belgique. Et nous allons échanger avec vous hein, sur différentes questions d'actualité en rapport avec le dialogue, le Front citoyen, les élections, l'UDPS elle-même. Mais d'emblée, parlons un peu du dialogue. L'UDPS, le mois passé en tout cas, a dû fixer un ultimatum. Hein, l'ultimatum, c'était pour le mois passé, le 30 novembre. Au-delà du délai fixé par l'UDPS, le parti avait prévu, en tout cas, certaines actions. Le délai est passé, on ne voit rien. Qu'est-ce qui se passe? Merci de pouvoir me donner cette occasion pour pouvoir m'entretenir avec vous et par la même occasion nous entretenir avec tous ceux qui nous écoutent à ces sujets que vous avez bien choisis. Il est vrai qu'à propos du dialogue, l'UDPS avait fixé une date. Malheureusement, cela a été traduit en ultimatum. Mais en fait, la date voulait dire quoi? On a dit, à partir de fin novembre, on estimait que le délai pour organiser les élections dans les délais constitutionnels était suffisamment court pour qu'on ne puisse plus continuer à réclamer le dialogue. Voilà pourquoi on a dit, au-delà de 30 novembre, le dialogue devenait en tout cas caduc. Est-ce qu'il est logique que l'UDPS puisse actuellement continuer à réclamer le dialogue? Je vais terminer sur la première question. Donc, au-delà du 30 novembre, le dialogue devait devenir caduc. Caduc, oui. Mais comme c'est un processus, avant le 30 novembre, qu'est-ce qui est arrivé? M. Kabila a fait son discours, on connaît ce qu'il en est advenu, et les critiques qui ont fusé. Et non seulement il y a eu ces gestes-là de la part de M. Kabila, mais le geste le plus important est venu de l'ONU. On a désigné M. Dinit comme pré-facilitateur, si vous voulez. Voilà. Le terme informateur, c'est le terme approprié, qui a pris des contacts avec toutes les parties prenantes. Pour nous, le processus était engagé. À partir de ce moment-là, il n'était plus nécessaire de parler d'ultimatum. On s'est dit, le processus est engagé, le dialogue va commencer. Effectivement, M. Dinit a pris des contacts, il a consulté tout le monde, il est parti, il a fait le rapport, mais les contacts continuent parce que le représentant de MONUSCO et même Dinit lui-même, les contacts continuent. Et pour l'instant, nous attendons la désignation du facilitateur. Maintenant, pour revenir à la question si le dialogue, on doit continuer à réclamer le dialogue, je pense que le dialogue reste, comme on l'a toujours dit, la voie royale pour résoudre la crise en République démocratique du Congo. Il n'y a pas d'autre schéma pour l'instant. En dehors du dialogue, qu'est-ce qui va rester? Mais vous ne pensez pas qu'il y a quand même une sorte de contradiction par rapport aux premières revendications? Parce que lorsque vous fixez un ultimatum, vous dites effectivement qu'au-delà de ce délai, les élections ne sont plus possibles. Parce qu'effectivement, le dialogue, c'est pour aboutir à l'organisation d'un processus qui est crédible. Donc, au-delà du 30 novembre, vous considérez que les élections ne sont plus possibles. Mais entre-temps, bien que le facilitateur a entamé des consultations entre des parties prenantes, il va convoquer un dialogue éventuellement au mois de février. C'est encore pire. C'est-à-dire, les élections deviennent de plus en plus improbables. Les élections, on n'a pas dit que les élections deviennent impossibles, non. Les élections, dans les délais constitutionnels, devenaient peu probables. Maintenant, comme on l'a toujours dit, la communauté internationale, c'est la communauté internationale qui est l'initiatrice de ce dialogue, à travers tous les textes qu'on connaît. Nous n'avons fait que revendiquer ce qui était déjà dans les textes. La même communauté internationale insiste sur les délais constitutionnels. Maintenant,
je ne sais pas si c'est sage de la part de cette communauté internationale de traîner pour aller jusqu'en février, pour que le dialogue soit organisé en février. Et parce je qu'en pense fait- pas que ce n'est pas réaliste. Ah oui, parce C'est que... un. Oui, ok, ok, allez-y, allez-y. Deux, maintenant, le dialogue doit se tenir pour que le processus se réalise. Il se pose la question des délais constitutionnels. Toute la question est là. Maintenant, ces délais constitutionnels, c'est par rapport surtout à la fin du mandat de M. Kabila. Parce que les délais constitutionnels, non seulement ça concerne effectivement les élections, mais ça concerne surtout le mandat de M. Kabila. Si M. Kabila fait tout pour que les élections ne se tiennent pas dans ces délais constitutionnels, mais les délais constitutionnels concernent plus son mandat. À la fin de son mandat, s'il n'a pas organisé les élections, le problème se posera pour lui. Mais les élections devront avoir lieu. Oui, mais si on veut être réaliste, hein, c'est-à-dire qu'on veut être réaliste par rapport aux revendications. La question est celle de savoir, est-ce que les termes de référence qui sont repris dans la feuille de route de l'UDPS sont toujours d'actualité? Ou par rapport à tout ce qui est comme modification, il faudrait finalement adapter les termes de référence. Pourquoi je dis ça? Parce que vous venez de le dire, c'est qu'il y a quand même le souhait du respect d'un délai constitutionnel qui finalement, techniquement, devient impossible. Est-ce que les termes de référence restent d'actualité? Les termes de référence, c'est vrai, il y a les délais constitutionnels. Mais quand on fait le dialogue, quand on réclame le dialogue, l'objectif premier, c'est quoi? Ce n'est pas le respect des délais constitutionnels, c'est d'abord d'avoir un processus crédible. Le délai constitutionnel fait partie de la crédibilité aussi de ce processus électoral. Non, on peut avoir des élections crédibles sans qu'elles se passent dans le délai constitutionnel. Ça, si, techniquement, il était impossible de réaliser ces élections avant décembre 2016, cela n'enlève en rien la crédibilité des élections qui pourraient se faire en dehors des élections, des échéances constitutionnelles. Hein. Donc l'UDPS envisage. Donc les élections peuvent... Non, je ne dis pas que l'UDPS envisage d'aller. Ne prenez pas ce que je dis comme étant la position charismatique de l'UDPS. On est en train d'échanger autour d'un thème. On analyse, on réfléchit. C'est quoi? C'est le dialogue, le processus électoral, les délais constitutionnels. Nous avons réclamé le dialogue que le même communauté internationale a suggéré à la société, à la classe politique congolaise. Pourquoi? Pour baliser le chemin vers les élections crédibles et apaisées, dans un climat apaisé. Pour que ce processus qui est enrayé, qui est arrêté, puisse se poursuivre. Et quelles sont les limites autour de ça? C'est ces délais constitutionnels-là. Le cadre légal, c'est quoi? Le cadre légal dit ces élections doivent se tenir dans le délai constitutionnel. Pourquoi dans le délai constitutionnel? Parce que le mandat de M. Kabila se termine en décembre 2016. Soyons plus pratiques. C'est ça la logique. D'accord, soyons pratiques. Ouais. On peut faire un petit calcul. En venant, j'ai fait un petit calcul. C'est-à-dire que nous avons l'OIF qui a fait un rapport de la mission qu'elle a eue au Congo où on voit qu'il y a à peu près 7 millions des jeunes. C'est aussi une revendication de l'UDPS, l'enregistrement de nouveaux majeurs. Je voudrais m'en tenir juste à ce paramètre-là. 7 millions des jeunes qui doivent être enregistrés. Supposons que, voilà, pour le moment, vous savez, il y a... Enfin, en 2011, on avait 169 circonscriptions. Et avec le dépeçage, il est prévu qu'on en ait 7200 à peu près. Mais tenons-nous à 169 circonscriptions. 7 millions des jeunes, même si on suppose que dans la journée, c'est 10 heures de travail, et qu'on enregistre 60 jeunes par jour, moyennant 6 jeunes par heure. Donc, on arrive quand même à presque 2 ans. Le fait d'enregistrer des jeunes, 7 millions de jeunes, ça peut prendre 2 ans si nous avons 169 circonscriptions. Donc la réalité, qu'on le sait déjà, que nous n'aurons pas des élections en novembre 2016. Alors, quels sont, par rapport à cette réalité, l'élément nouveau dans les termes de référence de l'UDPS par rapport au dialogue qui va commencer? Je suis
content d'entendre votre manière de présenter les choses, votre expertise en la manière dans cette matière d'évaluation de comment on peut enrôler les nouveaux majeurs en 2 ans. Mais on a eu aussi les avis d'autres experts qui estiment que, en tout cas d'ici la fin de l'année, si tout est fait convenablement, s'il y a la volonté politique, on peut enrôler les nouveaux majeurs, on peut refaire le fichier électoral et tenir les élections dans les délais constitutionnels. Nous avons aussi cette version d'expertise-là. Et donc, moi, je ne suis pas tout à fait dans cette logique-là que vous défendez en disant 7 millions en 2 ans. C'est-à-dire que si on doit enrôler 70 millions, c'est en 10 ans. Mais c'est clair, c'est la réalité, parce que vous ne savez pas faire travailler les gens 24 heures sur 24 en train d'enrôler les gens, ou alors en ce moment-là, il faut qu'on arrive à 7000 circonscriptions électorales, ce qui n'est pas le cas vu les difficultés financières. Mais moi, je voudrais qu'on aille un peu plus loin. J'aimerais quand même faire une précision. Donc c'est un point de vue. Moi, j'aimerais bien avoir les références de cet expert qui a fait cette analyse pour montrer qu'il j'ai fait ça à haute voix. C'est des calculs qu'on peut faire ensemble à haute voix. Tout à fait. Mais j'ai d'autres calculs, j'ai d'autres éléments et d'autres versions d'experts, en tout cas, qui affirment que, avec la volonté politique, si on fait les choses dans les règles, c'est-à-dire le dialogue se tient, on commence l'enrôlement, donc la révision du fichier électoral, c'est-à-dire enrôlement des électeurs, y compris les nouveaux majeurs, les élections peuvent encore se tenir dans les délais constitutionnels. Si tout ça se fait avant janvier 2016. Ce qui est impossible. Je peux comprendre que c'est impossible. Mais quelle est la position de l'UDPS? C'est une réalité, docteur Kabanda, c'est une réalité. C'est que beaucoup d'autres experts, et c'est la réalité techniquement, et la manière dont évolue le travail du facilitateur, qui prend son temps, on n'aura pas des élections. La question sur laquelle je reviens, c'est de savoir quelle est, ou alors quelle serait la position de l'UDPS de manière anticipative par rapport à cette réalité. Avant de parler des élections, moi j'aimerais d'abord parler du dialogue. S'il n'y a pas de dialogue, ça c'est une question pour moi fondamentale. S'il n'y a pas de dialogue, ça veut dire que M. Kabila ne veut pas organiser les élections. Pourquoi? Parce que le dialogue sert à quoi? À revoir tous ces mécanismes qui concourent à l'organisation de ce processus électoral, c'est-à-dire la CENI, c'est-à-dire le calendrier électoral. Tout cela devait être traité au sein du dialogue. Donc s'il n'y a pas de dialogue, ça veut dire que le pouvoir en place ne veut pas organiser les élections. À ce moment-là, c'est clair. Et le président l'avait dit, le peuple doit se prendre en charge. Point à la ligne. Le reste, maintenant, est-ce que les élections vont se tenir dans les élections? Tout ça, ce sont des questions, de considérations on peut discuter toute la journée, on n'en sortira pas. Pour nous, le plus important pour l'instant, c'est le dialogue. Okay. S'il n'y a pas de dialogue pour organiser ce processus-là, je dirais, on avait déjà donné le délai de fin novembre. L'ONU a nommé M. Dinit comme informateur. Nous attendons. On espère que d'ici la fin de l'année, il y aura un facilitateur. Si jamais il n'y a pas de facilitateur, s'il n'y a pas de dialogue, le peuple devra se prendre en charge. Voilà. Je voudrais parlant du dialogue parce que Joseph Kabila a fait un discours dernièrement dans lequel, finalement, il proposait le vote électronique, parce que, selon lui, c'est aussi une possibilité de pouvoir gagner du temps. Parce qu'effectivement, lorsque je parle de 7 millions de jeunes enregistrés, ça se fait manuellement, ça prend le temps que ça prend. C'est-à-dire, les chiffres que je donne, c'est en fonction de cet aspect des choses, que c'est aussi manuel. Il propose le vote électronique, qui peut peut-être rendre beaucoup plus efficace et réaliste les élections. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si le régime en place sait ce que c'est l'opération vote électronique, parce que c'est facile de parler d'une opération de ce genre quand on pense que l'électronique, c'est-à-dire on vient seulement, on introduit le bulletin technique ou qu'on appuie d'un bouton, c'est enregistré. C'est le cas. Mais autour de vote électronique, il y a toute une série d'opérations qui doivent être mises en place. Est-ce que l'UDPS a réfléchi autour de ça? L'UDPS ne peut pas réfléchir à cette opération parce que c'est irréaliste. Non, pourquoi c'est irréaliste? L'article 47 de la loi électorale prévoit les deux possibilités, c'est-à-dire, c'est légal.
la loi prévoit qu'on peut faire le vote manuel ou le vote électronique. Tout à fait. Voilà, donc c'est une proposition qui est tirée de la loi. Est-ce que l'UDPS a pris le temps de faire des analyses, de voir est-ce qu'un vote électronique n'est pas bien mieux, plus efficace? Je suis content que vous ayez dit vous-même dans votre question en disant Kabila avait gagné du temps. Donc, le fait de parler du vote électronique, ça fait partie déjà de cette tactique de vouloir gagner du temps. Je vous donne l'exemple de la Hollande, qui était passée au vote électronique depuis des années et qui est en train maintenant de faire marche arrière. Qu'est-ce que la Hollande a de moins que nous pour quitter le vote électronique alors qu'ils ont toute l'infrastructure nécessaire pour continuer à faire le vote électronique? Ici en Belgique, la même chose. On est en train de réfléchir pour revenir au vote papier. Alors, réfléchir au vote électronique dans le contexte du Congo où il n'y a pas de courant partout. Parce que les appareils électroniques, ça fonctionne avec le courant électrique. Hein. Et à Kinshasa, déjà, le délestage, c'est un mot qui est connu de tout le monde. Comment est-ce qu'on va faire le vote électronique au Congo, dans le fin fond du pays, quand à Kinshasa même, où c'est encore peut-être concevable? On mettrait des panneaux solaires, hein, docteur? Ah ben, je suis très content d'apprendre qu'il y a des panneaux solaires. Ah oui, on peut mettre des panneaux solaires. Non, c'est vrai que c'est une opération qui pourrait être... Je vous rassure que l'opération vote électronique, c'est une opération qui n'est pas aussi simple comme qu'on le pense. On n'a pas voulu perdre du temps là-dessus parce que le même régime qui avait... Ça se trouve dans la Constitution. Pourquoi attendre à 12 mois de la fin du mandat pour parler de vote électronique alors qu'ils ont eu 10 ans pour en parler? Ok, le vote électronique, c'est un sujet encore à débat. Hein, voilà. Mais moi, j'aimerais qu'on aborde la question d'actualité en rapport avec le Front citoyen. Nous avons tous assisté, en tout cas, à une réunion qui a fait beaucoup de bruit à l'île de Gorée au Sénégal. On a vu plusieurs représentants des partis politiques du Congo, certains représentants de la société civile de la diaspora et du Congo, mais on a vu aussi la présence de l'UDPS. Est-ce que d'emblée, est-ce que l'UDPS est signataire de la charte de création du Front citoyen ? Qui effectivement, vous savez, vous connaissez les objectifs du Front citoyen, j'ai leur hâte ici, voilà, je cite, ils disent, voilà, non à un troisième mandat, non au glissement, non à la violation de la Constitution, non à la révision ou au changement de la Constitution, non au référendum. Et tous ces 5 points, n'est-ce pas, ne sont pas en contradiction avec les souhaits de l'UDPS. Est-ce que l'UDPS est signataire de la charte du Front citoyen ? Merci pour cette question et surtout merci de m'avoir épargné de revenir sur tous ces éléments que vous venez de donner par rapport au Front citoyen. L'initiative du Front citoyen est à encourager. Surtout, selon ce que j'ai entendu, c'est une initiative de la société civile. Dès lors que la société civile s'intéresse aux problèmes vitaux du Congo, on ne peut qu'applaudir. Et surtout, si on regarde ce que vous venez de citer comme objectif poursuivi par ce front, non au troisième mandat, respect constitutionnel, non au référendum, ça, ce sont les objectifs, les éléments que nous défendons aussi. Et donc ce front, pour moi, ça ne peut être qu'encouragé. Parce que c'est aussi un front qui peut nous permettre effectivement d'aller ensemble pour faire de sorte que le régime en place n'essaye pas par tous les subterfuges possibles pour se perpétuer, pour créer une nouvelle dictature. Voilà pourquoi je dis que ce front, il doit être encouragé. Et moi, je suis d'accord qu'on peut travailler ensemble. Mais est-ce que l'UDPS est signataire de la charte? Non. Je vous réponds tout de suite, non. L'UDPS n'est pas signataire de la charte parce que, de un, eux-mêmes, ceux qui ont créé le front, ils ont dit, et c'est ce qui est sorti de la réunion de Gorée, que c'était la société civile, c'était l'initiative de la société civile, les politiques devaient se mettre en sourdine. Ah non, mais quand ils définissent eux-mêmes c'est quoi le Front citoyen, on dit clairement que c'est un front, une sorte de plateforme qui rassemble
et Tout à les fait. structures de la société civile et les partis politiques et d'autres structures de la diaspora et tout ça. Donc l'UDPS en tant que parti politique, il n'y a pas de contradiction, qu'elle soit membre du Front Nous citoyen. pouvons être sympathisants, nous ne sommes pas membres fondateurs, nous ne sommes pas partie prenante à la création du Front. Nous soutenons leur action. La signature du représentant de l'UDPS à cette réunion, le secrétaire national aux relations extérieures qui a été à la réunion, et sur la déclaration finale de la réunion, qui est une sorte de PV de la réunion. Ce n'est pas la charte. Donc, l'UDPS n'est pas signataire d'une quelconque charte de la création du Front, mais nous ne sommes pas en contradiction avec les objectifs poursuivis par le Front. Mais la contradiction se révèle à un certain niveau, c'est que le Front, par exemple, a mis aussi des délais. Le Front a mis des ultimatums au pouvoir de Joseph Kabila en disant que jusqu'au 31 janvier, il faut impérativement qu'il y ait un calendrier électoral. Et jusqu'au 10 février, il faudrait qu'il y ait déjà le début, le démarrage de la mise à jour du fichier électoral. Mais l'UDPS, par rapport à cela, est dans un autre processus. C'est plutôt un processus, en tout cas, plus du dialogue et de là-bas où tout devrait émaner. Là, il y a quand même une contradiction. Vous signez par rapport au délai de Front citoyen, mais d'autre part, l'UDPS est dans une autre démarche aussi. Il n'y a aucune contradiction parce que c'est tout à fait deux organisations différentes. L'UDPS est un parti politique. Là, vous parlez d'un front. Ça, Mais c'est déjà différent. La déclaration, l'UDPS a signé quand même. Hein. Et c'est dans la déclaration que La déclaration, c'est une sorte de PV. C'est une réunion qui s'est tenue. Cette déclaration est arrivée après la création du Front. Le Front existait déjà avant. Le Front citoyen n'a pas existé à l'île de Gorée. Il existait déjà avant. Non, non, le Front citoyen a été lancé à l'île de Gorée. Et on de en manière parlait officielle, déjà avant. Ici, Non, non, le Front existait déjà avant. Le Front n'est pas sorti de l'île de Gorée, peut-être de manière officielle, mais la déclaration que vous avez, c'est la déclaration qui a été lue à la fin des travaux de l'île de Gorée. Ce n'est pas la charte fondatrice. Non, non, je ne parle pas de la charte. C'est-à-dire, moi, je considère que du moment que l'UDPS appose sa signature sur cette déclaration, c'est-à-dire l'UDPS approuve que au 31 janvier, il faudrait qu'on ait un calendrier électoral et à partir du 10 février, il faudrait qu'on puisse démarrer la fiabilisation et la révision du fichier électoral. Mais au même moment, l'UDPS est dans un autre processus en rapport avec le dialogue qui entre un tout petit peu en contradiction avec cela. La première chose, c'est que, bon, monsieur Félix Hulombe, qui est parti, n'est pas parti comme représentant de l'UDPS. Il a été invité comme membre de l'opposition. Il n'est pas allé officiellement représenter l'UDPS à l'île de Gorée. Ça, c'est la chose sur laquelle nous devons nous mettre d'accord. Donc la signature du secrétaire national, ça n'engage pas l'UDPS. Non, ça n'engage pas l'UDPS en tant que parti. Ça, c'est peut-être une précision que je devais dire avant. Ça, c'est un. Deux, nous sommes d'accord avec les objectifs poursuivis par le Front. L'île de Gorée, nous sommes entièrement d'accord avec cela. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous épousons totalement ce que le Front arrête comme programmation des actions. Comme quoi, par exemple? Vous opposez à quoi? La première chose, c'est le calendrier. Quand on donne l'ultimatum au régime en place, à la CENI, de publier un calendrier consensuel. Ce calendrier consensuel va se faire où? S'il n'y a pas de dialogue. Non, eux, ils parlent de la tripartite. Sûrement, ils pensent à ce qui est... Ils n'en parlent pas. La CENI, ils ne parlent ni de la tripartite, ni du dialogue. Ils parlent du calendrier consensuel. C'est la question que j'aimerais leur poser. Ce calendrier consensuel va venir d'où? Calendrier électoral, électoral, consensuel et réaliste. Ça sortirait d'où? Mais s'il n'y a pas de dialogue. Oui, donc ça, c'est la première remarque que je peux faire à ça. Oui, la deuxième? Deuxième remarque, c'est quand on dit, au-delà du 30 janvier, on parle de la marche des chrétiens du 14... Du 16 février. C'est 16 février, oui, c'est 16 février. Donc, du 30 au 16 février, il peut se passer beaucoup de choses. La marche des chrétiens, c'est une organisation de l'Église catholique. Nous sommes tous dans cette logique-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on
on adhère aux ultimatums, enfin aux délais qui fixent pour le calendrier électoral. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Nous sommes dans la logique du dialogue. Parce que c'est du dialogue que le calendrier doit sortir. Maintenant, si ce calendrier sort avant le 30 janvier, ça veut dire qu'on aura organisé le dialogue avant le 30 janvier. Ce qui n'est pas réaliste, en fait. Non. Au Congo, tout est possible. Hein. Au Congo, tout est possible. Tout peut arriver. Maintenant, c'est vrai que en matière de date, moi, je crois que on peut dire tout ce qu'on veut. L'essentiel, c'est qu'on arrive au résultat qu'on espère. Et le résultat qu'on espère, c'est quoi? C'est qu'il y ait des élections crédibles au Congo pour que, après Kabila, qu'il y ait un président élu. Ok, mais je voudrais avoir votre avis aussi sur... on parle du Front citoyen, hein, parce que je considère que c'est quand même quelque chose de très important. On a vu les jeunes de Filimbi qui ont vraiment réussi à pouvoir mettre ensemble plusieurs personnalités politiques et de la société civile et de la diaspora, quelque chose que beaucoup n'arrivent pas à faire. Et quel est votre avis à vous en voyant la manière dont le Front est constitué? Nous voyons en Ligue de Gorée, il y avait une quarantaine d'organisations politiques avec différentes personnalités. Et votre avis, quand vous voyez l'image de toutes ces personnes qui constituent finalement, qui lancent ce front, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? C'est difficile à vous dire ce qui me passe à l'esprit. Mais j'essaye de sourire parce que moi, c'est un phénomène assez hilarant. Pourquoi? C'est à l'approche des élections qu'on voit la création des partis politiques dans tous les sens. Aujourd'hui, le phénomène nouveau, c'est quoi? C'est la création des plateformes et des fronts. Ce n'est pas la seule plateforme qui s'est créée. Hein. Il y a eu encore la plateforme anti-dialogue, il y a eu plateforme anti-ceci. Il y a tellement de plateformes qui se créent. On se demande à quoi ça sert tout ça. À quoi ça sert tout ça? Et pourquoi attendre la veille des élections pour créer toutes ces plateformes? C'est stratégique, c'est peut-être le moment finalement de faire le grand rassemblement. Avant, ce n'était pas nécessaire, mais maintenant peut-être que c'est, vu les enjeux, les défis politiques actuels, c'est maintenant qu'il faut faire ce rassemblement à travers un front. Et c'est là que je vous dis que pour moi c'est hilarant. Pourquoi? Parce que quand vous regardez toutes ces images-là, vous verrez, il y a deux personnages qui hier étaient avec Kabila, qui ont encensé ce régime, qui ont fait partie de ce que ce régime a mis en place, notamment le refus de l'organisation des élections. Et ces mêmes personnes-là, vous les trouverez dans ce front-là. C'est pour ça que je vous dis, moi, je ne sais pas vous dire ce qui me passe à l'esprit. C'est ridicule. Ok, merci. C'est le mot que je vais sortir. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas... J'encourage, parce que maintenant, l'objectif pour nous tous, c'est quoi? C'est de faire en sorte que ce régime-là soit dehors. Ok, c'est parfait. Nous allons continuer tout à l'heure. On va prendre une seconde de pub et on revient avec le Dr Kabala. Bienvenue dans le monde de CPLA TV. CPLA TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. CPLA TV vous offre plus de 150 chaînes, parmi lesquelles RTNC 1, RTNC 3, RTVS 1, Télé 50, P1 TV, Digital Congo, RTGA, Kin Malebo, des chaînes françaises, des chaînes africaines, des chaînes de sport, sans oublier EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise, toujours présente lors des grands événements. CPLA TV. Et donc, oh, nous va plan Mbokati. Dans ma chaîne, vous mettez à Congo. Notre décodeur fonctionne partout via Internet. Ainsi, vos chaînes peuvent vous suivre à travers le monde. Dès maintenant, n'hésitez pas à nous contacter pour la commande de la box CPLA TV. CPLA TV, créée pour les Congolais,
par les Congolais. Ok, nous revenons sur le studio de DTV avec Dr Kabanda. On parlait tout à l'heure du Front citoyen, mais je suis quand même intéressé à avoir un peu votre avis. Hein. Quel avenir donnez-vous au Front citoyen? Parce que moi, je considère que on a vécu quand même, on a vécu ce genre de structure dans les années passées. Hein. Et, nous connaissons plus ou moins l'aboutissement, mais aujourd'hui, quand même, des enjeux sont différents, les défis sont différents, les acteurs sont plus ou moins différents. Quel avenir, vous, personnellement, vous donnez au projet Front citoyen? Merci pour cette question, Damien, mais c'est une question assez difficile parce que je n'ai pas la boule de cristal pour lire l'avenir du front. Mais je vous répondrai de manière assez simpliste en disant, en voyant les têtes de ceux qui sont dans ces fronts, ceux qui se sont affichés au sein de ce front, je dirais que je ne lui donne pas vraiment longue vie. Même si les initiateurs sont des jeunes pleins de dynamisme, plein d'avenir d'ailleurs. Mais ça reste la société civile. Et comme la société civile ne fait pas la politique, je ne peux pas donner longue vie à ce front. Mais quelle est votre proposition? Parce que voilà, les jeunes, ils ont eu une belle initiative de pouvoir rassembler, et coup de chapeau, ils en ont eu la capacité. Personne n'a réussi à faire ça. Alors, qu'est-ce que vous, personnellement, vous prodiguez comme conseil? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour être un peu un soutien aux jeunes par rapport au fait qu'il y a le risque que voilà, le front n'ait pas longue vie? De manière anticipative, quel conseil par expertise? C'est une expérience. Je pense que je ne peux que les encourager. Ça, c'est de un. Deux, c'est une expérience. Ils en auront d'autres dans la vie. Je les encourage à poursuivre. Parce que c'est une bonne initiative. Ma crainte, c'est les gens, les figures qu'on voit au sein de ce front. Je ne vais pas citer les noms, mais quand on regarde les clichés, les images il y a des gens, comme je venais de le dire tout à l'heure, qui hier étaient dans la mangeoire, Kabila, qui étaient, comme vous dites, là où on mange. Aujourd'hui, on ne sait pas, peut-être que la nourriture leur a été privée là-bas, ils se retrouvent brusquement sur un autre cliché. Et demain, qu'est-ce qui me dit qu'ils ne se retrouveront pas sur un autre front? Voilà pourquoi je suis inquiet pour cette jeunesse qui a plein de... Je l'encourage à poursuivre, mais je leur dis, ils devront peut-être faire attention dans l'avenir avec les partenaires. Ok, merci Dr Kabanda. Nous avons échangé dans le choix des partenaires. Ok, on a essayé d'échanger tout à l'heure sur le dialogue et sur le Front citoyen, mais j'aimerais bien qu'on puisse parler un tout petit peu de l'UDPS, évidemment. Toutes les autres questions reviendront en rapport avec les élections et tout ça. Nous avons vu le président de l'UDPS signer dernièrement des décrets ou des ordonnances, des documents, des nominations des différentes personnalités dans des organes bien précis de l'UDPS. Qu'en est-il du Congrès? Parce qu'on a quand même nommé des gens, un comité qui est censé organiser le Congrès. Le Congrès était censé avoir lieu au mois de décembre. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, c'est une très bonne question, parce que toutes ces nominations, c'est une manière de réorganiser le parti. Je pense que le président est sur tous les fronts aujourd'hui. Le premier front, le plus important, c'était ce front du dialogue, parce que nous estimons que sans le dialogue, notre pays va vers le chaos. Ça, je crois que personne ne va me contredire sur ces sujets-là. Deuxièmement, le front de réorganisation du parti, il fallait que le parti soit réorganisé parce qu'il en a besoin pour aller vers les élections, pour aller vers le congrès, le parti doit être organisé. C'est entre autres ce qui signifie ou qui justifie la mise en place du comité préparatoire du congrès. Mais ça vient trop en retard. Le congrès doit avoir lieu au mois de décembre. Pourquoi c'est maintenant que il n'est jamais tard dans la vie, et je vous dirais que l'urgence, notre parti, c'est un parti du peuple. Les congrès, c'est vrai, les congrès, c'est pour le parti. Mais ce parti, il est d'abord pour le peuple, pour tout le peuple. Le congrès, ça ne sera pas pour le peuple. Hein. Quand on organise le congrès, c'est pour organiser le parti. Mais le pays est dans une situation catastrophique. Il fallait organiser le dialogue. Et ça, c'est une priorité sur le congrès.
Ça, c'est moi qui parle, hein. Ce n'est pas le chef du parti qui parle. C'est moi qui parle. Donc le dialogue prime sur le Congrès. Et parce qu'il fallait absolument organiser ce dialogue, le Congrès a été repoussé. Il n'est pas annulé, il a été repoussé et on a même déjà avancé une date. C'est à la date anniversaire du parti l'année prochaine, c'est-à-dire en février 2016. Ben, donc il y a même déjà une date avancée. Ouais. Mais tout à l'heure, lorsqu'on parlait du dialogue, parce que c'est lié quand même, hein, vous dites que le dialogue, c'est quand même ça qui prime un peu sur toutes les autres activités du parti. Tout à l'heure, en faisant un tout petit peu des calculs, moi, personnellement, je pense que le facilitateur pourrait convoquer le dialogue au mois de février. Qu'est-ce qui va se passer maintenant si l'UDPS prévoit son congrès au mois de février? Le facilitateur aussi prévoit de convoquer le dialogue au mois de février. Qu'est-ce qui va se passer? C'est une question difficile. Le président trouvera bien, il y a beaucoup de potentialités dans le parti, on trouvera une solution si jamais le dialogue doit se tenir en février. Mais comme je venais de dire tout à l'heure, si l'ONU considère que les élections doivent se tenir dans les délais constitutionnels et qu'on organise le dialogue en février, je crois qu'il y a quelque part une contradiction. Donc pour dire que je ne vois pas l'ONU se donner le loisir d'attendre jusqu'au février pour organiser le dialogue. Nous avons encore presque un mois et demi devant nous. Pourquoi attendre au mois de février? Et le dialogue ne doit pas durer dans le temps, hein. Ça ne doit pas faire 1 mois, 2 mois. Et donc si on peut organiser ces dialogues maintenant, ça résoudrait déjà beaucoup de problèmes, ça résoudrait notamment cette question de délai constitutionnel à laquelle tout le monde s'accroche. Et donc ça nous laissera le temps d'organiser le congrès. Mais si jamais le dialogue est repoussé en février, ça je ne sais pas me prononcer personnellement, c'est de la compétence des autorités de l'UDPS. Ok, parfait. On essaie de suivre un tout petit peu la manière dont les choses évoluent à la base de l'UDPS à Kinshasa. On sent quand même qu'il y a, je ne parle pas de tensions, mais on sent qu'il y a un grand besoin de la présence du président du parti sur place pour pouvoir en tout cas rassembler les troupes. Sinon, nous pouvons imaginer les conséquences. À quand le retour du président au Congo? Alors, le retour du président a déjà été annoncé. C'était un peu lié à l'organisation du dialogue. Lui-même avait déjà dit qu'il sera là pour l'organisation du dialogue. Et on espérait effectivement que le dialogue allait être organisé incessamment sous peu, ce qui lui permettrait effectivement d'aller revoir ses oies qui l'attendent. Maintenant que le dialogue traîne un peu, nous attendons encore. Il va partir, mais ça doit coïncider avec l'organisation du dialogue. Maintenant, s'il n'y a pas de dialogue, à ce moment-là, on revoit toutes les stratégies, y compris celle du retour de notre chef. Ok, une question un peu plus technique, c'est par rapport à l'école du parti. On a vu que l'école du parti a aussi, n'est-ce pas, la mission de pouvoir préparer les membres par rapport aux élections. C'est-à-dire les observateurs et tout ça. On a reproché à l'UDPS en 2011 de ne pas avoir eu suffisamment d'observateurs dans différentes circonscriptions électorales. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en train d'avancer tout doucement mais sûrement dans un processus électoral, mais l'école du parti qui doit jouer un rôle important dans la préparation des observateurs du processus électoral semble être en tout cas mis en dernière position. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une école qui existe ou c'est quelque chose de fictif? Non, l'école du parti existe et elle est bien agissante. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il s'organise à Kinshasa je crois que c'est le samedi, les matinées politiques. Et ces matinées, c'est l'occasion non seulement de donner l'information à la base, mais on éduque la population, la base du parti, pardon, à toute cette problématique des élections aussi. Et l'école du parti n'est pas étrangère à ça. Et donc, ici, ici, ce n'est qu'un appendice de ce que notre pays représente. Nous avons quelqu'un qui assume ces rôles-là
d'éduquer la base sur le processus électoral, sur bien d'autres problématiques dans le cadre de l'école du parti. Je ne vais pas citer le nom. Ah, d'accord, c'est parfait. Nous arrivons tout doucement vers la fin de notre échange, hein, avant de vous donner le dernier mot. J'ai une toute dernière question avant de vous laisser le mot de la fin. Nous avons lu certaines déclarations, hein, certains communiqués plutôt de l'UDPS, par exemple, un communiqué signé par le président après que les délégués de l'UDPS se soient retirés des rencontres d'Ibiza et consorts. Mais on lit que les objectifs finalement poursuivis par l'UDPS à travers le dialogue, hein, se limite à 3 points. C'est l'enregistrement de nouveaux majeurs, le calendrier consensuel, les élections apaisées, et puis passation pacifique de pouvoir et tout ça. Mais on ne voit plus ressortir la réconfiguration de la CENI, alors que nous pensons que c'est quand même quelque chose de très important qui a déjà été reprise, non ? La feuille de route de l'IDPS, hein, la réconfiguration de la CENI, dans la feuille de route, il a même été proposé de manière claire et précise, la manière dont cela peut se reconfigurer, mais cela ne revient plus. Est-ce que nous devons considérer que voilà, l'UDPS se satisfait de la configuration actuelle de la CENI? Pourquoi cette question de la CENI n'est plus une priorité? Et puis deuxièmement, vous allez ramasser les deux questions à la fois parce que c'est dans le même contexte. Est-ce que l'UDPS envisage quand même mettre sur la table la possibilité de geler la décision de dépaissage, hein, territorial fait par Joseph Kabila, qui finalement, c'est quand même aussi une activité qui bloque, qui gangrène un tout petit peu le processus électoral. Voilà. Vos deux questions sont tellement importantes pour moi que je vais peut-être m'étendre plus que vous ne le pensez. La question de la CENI, c'est une des priorités, c'est une des demandes les plus importantes à travers le dialogue. Pourquoi ça ne revient pas dans le communiqué? C'est tout simple. Parce que ce communiqué, il met fin à quoi? Au pourparlers qui était engagé entre la majorité, donc le pouvoir de Kabila, et le parti, pour pouvoir baliser le chemin vers le dialogue. Et ces pourparlers nous avaient amené à un certain nombre de points de concordance, c'est-à-dire le point sur lequel on émettait pratiquement sur la même longueur d'onde. Et un de ces points, justement, c'est la recomposition de la CENI. Donc, on était déjà quasi d'accord sur ce point-là, qu'il fallait recomposer la CENI, qu'il fallait refaire le calendrier électoral. Donc, ces points de concordance n'ont pas été repris dans le communiqué, tout simplement parce que, bon, c'est considéré comme déjà des éléments qui ne poserait plus problème mais docteur, il y a ni à aucun notre acte. parti, ni à... Oui, mais il n'y a aucun acte écrit qui confirme cela. Vous n'allez pas encore vous emballer, enfin vous faire enfariner par Joseph Kabila. Qu'est-ce qui prouve qu'effectivement il accepte ce principe-là de la réconfiguration? Il n'y a aucun acte qui approuve cela. Alors, la deuxième partie de la réponse, le communiqué du président ne devait pas reprendre tous les objectifs qui étaient déjà repris dans la feuille de route. La mise d'un terme au pourparlers était nécessaire pour des raisons qui ont été déjà dites. C'est que le président a voulu dire, c'était tout simplement que nous restons branchés sur l'objectif du dialogue et tout ce qui était repris dans ce dialogue. C'est tout simple. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas repris la question de la CENI, qu'il a repris peut-être l'un ou l'autre point, que ces deux points deviennent plus importants que tout le reste. Non, pas du tout. Le plus important, c'est que les pourparlers devaient s'arrêter, mais que le dialogue reste notre point focal. Ok, le deuxième volet de ma question. Avec son contenu. Ok, parfait. Le deuxième volet de ma question concerne le gel de la décision Tout à fait. du dépaissage territorial. Ouais. C'est la même réponse, c'est-à-dire que dans ces pourparlers, il était question que tous ces agissements, toutes ces décisions que le pouvoir était en train de poser, des actes que le pouvoir était en train de, notamment les dépaissages de provinces, de 11 à 26, soit effectivement gelé pendant le dialogue, parce que ça devait aussi être traité par le dialogue. Ça devait être gelé automatiquement. Mais donc, c'est notamment
le fait que, pendant qu'on était en train de faire le pourparleur, le pouvoir non seulement continuait à poser des actes qui allaient à l'encontre de ceux dont on était en train de se mettre d'accord, que le président a mis fin à ces pourparleurs. Entre autres, le dépeçage, l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Tous les actes que le régime était en train de continuer à poser en laissant entendre que fighting and talking. C'est la raison, une des raisons principales qui ont justifié la mise d'un terme à ce pourparlers. L'UDPS pense remettre cette question sur la table du dialogue. Absolument. Le dépeçage, ça fait partie de la tactique, des tactiques du régime pour pouvoir retarder les choses. Ce dépeçage, tout le monde se rend compte que non seulement la Cour constitutionnelle a pris une décision qui n'est pas constitutionnelle, et que notamment la nomination des commissaires, etc., mais que ce dépeçage n'apporte rien de plus-value à la vie politique congolaise. Au contraire, ça ne fait que compliquer la donne. Effectivement. Docteur Kabanda, merci beaucoup. On est vraiment à la fin de notre échange. Vous avez maintenant l'opportunité de pouvoir dire un dernier mot, un appel éventuel, et puis sans oublier, vous avez l'opportunité aussi de faire l'appel ou lancer un appel pour vos vœux de fin d'année. Merci de me donner l'occasion. Effectivement, je vais commencer par présenter mes vœux les meilleurs pour les fêtes de fin d'année, la nouvelle année qui va commencer 2016. Malheureusement, ça repart pour la majorité de notre peuple toujours dans la souffrance et dans la misère, dans l'incertitude absolue, parce qu'on ne sait pas si ces élections vont se tenir avec M. Kabila. Alors, je dis à tout le peuple que l'espoir fait vivre. Gardons l'espoir, c'est le seul élément qui pourrait nous permettre de rester debout et combattre cette dictature-là. Un appel à la classe politique en tout cas. Depuis l'accession du pays à l'indépendance, on a eu dans ce pays-là des régimes qui sont toujours des régimes qui pensent à ceux qui les tiennent et qui ne pensent jamais au peuple. Nous avons eu dans ce pays-là quelqu'un qui a montré que ce qu'il fait, son engagement politique, son combat, ce n'est pas pour son intérêt personnel. Je pense ici à mon président, M. Etienne Tshisekedi, qui a aujourd'hui 83 ans. J'en profite pour lui faire un clin d'œil de bon anniversaire. Et à 83 ans, il est toujours debout. Pas pour ses intérêts personnels, pour le peuple. Alors, mon appel à la classe politique, c'est quoi? C'est de dire que tous ceux qui pensent vraiment qu'ils veulent le changement dans ce pays-là, ils doivent être conséquents avec eux-mêmes. Aujourd'hui, Kabila fait obstacle à tout changement dans ce pays-là et veut nous amener vers une nouvelle dictature. Il faut que tous ceux qui veulent le changement dans ce pays se mettent derrière cet homme qui est en train de mener son dernier combat pour faire en sorte que ce pays-là, pour une fois, devienne un état de droit. Voilà l'appel que je peux faire à toute la classe politique qui prétend pouvoir faire quelque chose pour ce pays-là. Et je vous remercie. Docteur Kabanda, merci, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je saisis aussi l'opportunité pour vous présenter les meilleurs vœux de EDTV. Nous vous souhaitons en tout cas bonne santé, soyez prospères à tous égards et on se reprend très bientôt.